Tu vas répéter ça. Allez. De quoi? Que nous sommes le 28 février Et puis, et puis que le soleil a disparu, cette bonne petite chaleur qui était très bonne. Et bien voilà, maintenant aujourd'hui c'est glagla. c'est quoi? C'est glagla. C'est quoi? Tu veux dire c'est... C'est un peu ça, oui, quand tu sors, le contraste. Bon, il va falloir que tu me repasses mon écharpe jaune parce que les gens vont dire que c'est un Oui, elle est torchon. froissée. Elle est Ah, ils vont froissée. dire c'est loulou, ça ne fait rien. Hein. Oui, elle fait rien. Eh ben, si. Eh ben, si. Non, c'est vrai, oui, elle commence à être froissée. Bon. Peut-être même la rafraîchir à laver un peu, tu vois, Oui. depuis quelques semaines. Un peu. On a commencé. Hein. Non, on parle à deux, là. Non, on a commencé. Au revoir. Bon, au revoir. Eh ben, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 28 février 2019. Aujourd'hui, encore un texte un peu littéraire et avec un peu d'humour sur la situation dramatique qui nous occupe à présent. Alors j'ai une citation parce que j'ai mon ami Pascal Montoya qui a posté le portrait de Louis-Ferdinand Céline sur le voyage au bout de la nuit. Et comme c'est mon livre de chevet, j'étais très heureux qu'elle le poste parce que ça me rappelle toujours des bons souvenirs. Et donc j'ai repris une citation du début du livre qui est très belle. Voyager, c'est bien utile. Ça fait travailler l'imagination. Tout le reste n'est que déception et fatigue. Notre voyage à nous est entièrement imaginaire. Voilà sa force. Il va de la vie à la mort. Hommes et bêtes, villes et choses, tout est imaginé. C'est un roman, rien qu'une histoire fictive. Littré le dit, qui ne se trompe jamais. Et puis d'abord, tout le monde peut en faire autant. Il suffit de fermer les yeux. C'est de l'autre côté de la vie. Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit. Alors évidemment, moi je n'ai pas les qualités de Louis-Ferdinand Céline, qui est un véritable génie, contestataire, contesté. On peut expliquer pourquoi, d'ailleurs, et c'est justifié. Hein. Il a écrit des choses absolument abominables sur les Juifs. Il était particulièrement antisémite, mais il a envoyé personne dans les camps. Il faut le savoir. Il a dénoncé aucun Juif. Bon, il a seulement écrit des pamphlets mort à crédit. Enfin, c'est monstrueux, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais il a aussi écrit un roman unique et exceptionnel qui marque notre culture d'une façon indubitable, qui est Le Voyage au bout de la nuit, et que je conseille à tous les amoureux de la littérature parce que personne n'a écrit un roman aussi extraordinaire et avec une écriture, un style unique, exceptionnel. Alors bien sûr, il ne faut pas le comparer à Paul Valéry, il ne faut pas le comparer même à Cocteau, qui écrivait très bien, ou Guitry, ou Marcel Aimé, ou tous ces grands auteurs français. Enfin, j'en oublie évidemment, mais plus tous les auteurs du 19e. On ne peut pas le comparer, il est incomparable. Et c'est ce qui fait son exception française. Voilà. Alors n'hésitez pas à le lire ou à le découvrir ou à lire des passages. Je suis sûr que ça vous plaira. Aujourd'hui, je vais vous parler du prince Farquaad qui tyrannise la France. Qui aujourd'hui pourrait imaginer un président de la République menteur comme un arracheur de dents, tricheur, manipulateur, utilisant systématiquement le double discours, la corruption des élites, les médias, la presse et la haine de la vérité. Une lâcheté chronique avec la démonstration quotidienne de son faux courage. Venez parler avec moi, venez, tu parles. Puis après, vous allez parler avec lui, vous vous retrouvez en tôle. Qui pourrait imaginer qu'un véritable petit criminel, indigne de la fonction, soit au pouvoir d'une grande nation européenne? C'est une question qu'on doit se poser. Sur le principe, personne. Personne ne pourrait envisager une telle réalité. Et pourtant, c'est exactement celle que nous vivons en France en 2019. Le président cumule admirablement les pires qualités humaines et le pire,
et qu'il en est fier. L'abruti est toujours satisfait. Eh bien, il semble que ce soit le cas en l'espèce. Cela a commencé lorsqu'il était ministre de l'économie, aussi mauvais que les autres, mais avec un agenda déterminé avant même sa prise de fonction. L'homme est un vil secrétaire obéissant aux ordres de plus puissants que lui. On se demande d'ailleurs comment, ou plutôt pourquoi, cet autre désastreux président, qui était François Hollande, a décidé de mettre un mauvais employé de Bercy comme ministre de l'économie, mais il a été capable de mettre un chirurgien comme ministre fraudeur, alors pourquoi pas un autre naze, ce qui montre également l'incompétence crasse de François Hollande à gérer la France. Alors ministre de l'économie, le blanc-bec, cet oiseau de très mauvais augure qui pépit comme une pie rageuse, a réalisé un véritable pacte de corruption en cédant Alstom à General Electric sans la moindre concertation nationale. Alstom, une entreprise d'énergie nationale dont l'importance en matière nucléaire et militaire est capitale pour la nation française. Deux points, ouvrez les guillemets, selon le député Olivier Marleix, les cessions d'actifs d'entreprises stratégiques françaises auraient pu bénéficier au futur chef de l'État, auparavant ministre de l'économie, durant sa campagne. Quel type de monstre est-ce là ? Nous sommes témoins d'un acte de traîtrise nationale organisé par un petit prétentieux qui sait qu'il sera président s'il trahit la France en la détruisant de l'intérieur au profit des trusts étrangers. Il faut réaliser le drame qu'est la vente d'Alstom, tout comme Sarkozy avait vendu ArcelorMittal. C'est un drame total pour notre pays. Pourquoi ? Parce que Sarkozy a vendu ArcelorMittal. Arcelor, c'était la maîtrise de l'acier. Nous faisions l'un des aciers les plus résistants du monde. Nous étions des experts en France. Aujourd'hui, nous ne sommes plus rien. Nous n'avons plus aucune maîtrise de l'acier. Ce n'est plus nous qui fabriquons le fer et l'acier, c'est l'Inde aujourd'hui. On a donné à des puissances étrangères la possibilité de voler notre savoir, ou on leur a offert notre savoir, de sorte que nous ne sachions plus rien. À présent, c'est le président Macron, alors mauvais ministre de l'économie, qui a vendu une autre entreprise qui est fondamentale pour la construction des réacteurs nucléaires, pour la réparation même des sous-marins nucléaires. Eh bien, nous avons vendu cette entreprise à un consortium étranger, un trust américain, ce qui fait que si nous avons le moindre problème avec une de nos centrales nucléaires, eh bien, nous ne pouvons plus le réparer nous-mêmes. Nous sommes dépendants d'une autre nation. Comment appelle-t-on un homme qui vend sa nation, qui vend la capacité de sa nation à s'en sortir à une autre nation? Moi, je qualifie cela comme de la traîtrise économique. Et c'est ce qu'a fait Hollande et c'est ce qu'a fait Sarkozy, qui a d'ailleurs fait voter une loi pour que les présidents ne soient pas considérés comme des traîtres. Comme quoi, ils avaient tout calculé. Nous sommes donc témoins d'un acte de traîtrise nationale organisé par un petit prétentieux qui sait qu'il sera président s'il trahit la France en la détruisant de l'intérieur au profit de trusts étrangers. À part quelques députés courageux, aucun n'a rien dit. Ils ont tous laissé faire, sans doute contactés par SMS, avec de vaines promesses de ministère lorsqu'il sera élu. Ce n'est pas la première fois que les députés français trahissent le peuple. Ils l'ont trahi sur de nombreux points, dont celui des vaccins, de la fraude fiscale, du secret des affaires et dernièrement, très dernièrement. 141 députés présents sur 577 ont voté le RIC. 75% des élus étaient absents pour représenter le peuple. Encore une traîtrise lorsque l'on sait que leur vote aurait pu calmer la crise sociale française. Mais ils ne veulent pas que le peuple décide pour lui-même de son avenir. Ils veulent être à la commande, les mêmes qui ruinent la France depuis des années. Vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Normalement, dans l'hémicycle, il y a 577 députés français qui représentent
tous les Français, soit 60 millions de Français. Dernièrement, seuls 141 députés se sont présentés pour voter le RIC sur 577, ce qui nous fait 75% d'absents. 75% de députés élus par le peuple ne représentent pas les intérêts du peuple. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il y avait le RIC, ces gens-là, on pourrait les foutre à la poubelle, à la porte, comme on l'a fait dans les pays de l'Est, comme on le fait régulièrement dans d'autres pays, sauf en France, qui est le pays c'est la république bananière par excellence, la France. Et les Africains du Congo réfugiés ici le savent mieux que nous, et ils en parlent mieux que nous. Ils sont bien au courant de cette corruption française. De son côté, le mauvais Macron est particulièrement habitué à ces méthodes de traître qu'il a utilisées secrètement en se servant des réseaux SFR et Bouygues pour envoyer des SMS aux Français, les encourageant à voter pour lui lors de sa campagne présidentielle, d'après certains témoins contactés. Une méthode foncièrement malhonnête et même anticonstitutionnelle, car jamais utilisée avant lui, ni vue ni connue, obtenir du temps d'écoute et d'attention de façon parfaitement illégale, c'est bien une méthode de ce président fourbe. On se souvient que certains hommes politiques avaient l'habitude de faire voter les morts dans les dom-toms. Avec le méchant petit homme, on touche le fond, car il s'acharne dans des méthodes mafieuses. Chacun se souvient que c'est le même méchant petit homme qui déclarait à la tribune, je le cite avec sa gueule enfarinée, c'est-à-dire sa gueule d'enfant de cœur, « Je n'accepterai jamais la violence ». Alors qu'il autorise les actions criminelles de la BAC, cette police mobile qui se frotte les mains en se réjouissant d'utiliser enfin les LBD 40, interdits en Europe, sauf en France, et provoquant des blessures de guerre sur des cibles mouvantes, sur les panou-panou. Alors les panou-panou sont des gilets jaunes pacifistes de tous âges. Non violents, ils revendiquent le droit de vivre mieux auprès de ce prince Farquaad qui ne veut rien entendre. Le prince Farquaad ne supporte ni la contradiction, ni la moindre contestation, comme tous les tyrans. C'est un sectaire is no good. Les gilets jaunes sont sa bête noire et, au lieu de se comporter en adultes, ils les insultent, les humilient, les moquent. C'est un enfant qui n'a pas su grandir. Il est Lord Farquaad, petit, haineux, tricheur, flagorneur, malveillant, lâche et traître. Ah, je vais fermer la porte parce que avec ces chiens de garde, c'est difficile. Il était une fois, dans un marais lointain appelé la France, un ogre nommé Gilet Jaune, ou Gillette Jones. Soudain perturbé dans sa précieuse solitude par une invasion de personnages de contes de fées, qui ont tous été bannis de leur royaume par le diabolique Lord Farquaad. He hoofed and he poofed, and he sent us an eviction notice. C'est ce que disaient les trois petits cochons. Et Pinocchio disait « No, I'm not a puppet, I'm a real boy ». Voilà ce qu'il disait, et son nez s'allongeait. C'est dans le dessin animé. Déterminé à sauver son marais, Gillette Jones passe un accord avec Farquaad et entreprend de sauver la princesse Mamoudou Benalla pour qu'elle devienne l'épouse de Farquaad. Sauf que Mamoudou Benalla cache un terrible secret. Elle n'est pas une femme. Et nous comprenons soudain l'immonde vice de Lord Farquaad nous faire prendre notre vessie pour une lanterne et éclairer le phare Faraway Rothschild Country Club de ses lumières obscènes. Vous voyez un peu le personnage. Son second préféré, un ministre voyou qui a côtoyé excusez-moi, le milieu marseillais dans sa jeunesse, qui, comme un fidèle Médor, exécute les ordres de son patron criminel de prendre précisément les gilets jaunes et leurs enfants pour cible, car il ne faut pas permettre au peuple de croire qu'il peut manifester puisque Lord Farquaad ne supporte pas la contradiction
et surtout pas les mises en demeure de devoir quitter le pouvoir. Imaginez des Gillette Jones qui demandent sa démission. Mais où va-t-on? Je vous le demande, Madame Michou, où va-t-on? Le joueur de poker menteur déclare donc avec l'aplomb d'un second traître: je ne connais aucun policier, aucun gendarme qui ait attaqué des Gillette Jones. Quel pieux mensonge devant l'Éternel. Et pourtant, il existe tant de preuves, de vidéos, de témoignages, des centaines de blessés dans toute la France que l'État et même les mutuelles refusent de reconnaître. Elles refusent de prendre en charge les remboursements de soins des éborgnés, des mains arrachées, des pieds explosés et des coups de matraque et des crânes fendus. Aucune, pas la moindre présomption d'innocence pour les gilets jaunes. Ils sont condamnés avant d'avoir été entendus. Fillon, Sarkozy et tant d'autres obscurs politiques réclamaient leur présomption d'innocence, malgré des faits plutôt troublants, mais des Français handicapés par la police française, alors qu'ils sont victimes des violences policières, ordonnées, organisées par Macron et compagnie, traumatisés à vie. Ils sont ostracisés, sectarisés, criminalisés et abandonnés puisqu'ils n'ont pas droit aux soins. L'État Macron le leur refuse. C'est dire l'humanité d'un tel monstre revanchard. Honte toute nue, honte toute bue pour ce gouvernement en marche qui continue à manipuler l'opinion publique à travers les pires mensonges et les insultes chroniques. Ce président est tellement mauvais qu'il a même engagé une team ambiance, s'il vous plaît, pour électriser les spectateurs dans ses salles de meeting. Ces militants sont des poupées téléguidées qui obéissent au doigt et à l'œil de Moscou à travers l'application Telegram. Ouvrez les guillemets. Tout au long du meeting, on vous enverra des consignes pour mettre le feu à la salle, publie le journal Marianne dans son article au meeting de Macron, les acclamations des militants téléguidés par smartphone. Article rédigé par M. Étienne Girard. Un militant crie « Il a raison !» quelques secondes à peine après qu'un message en ce sens a été posté sur Telegram, une organisation qui ne s'arrête pas à la bande-son. Les ambianceurs qui incitent également les militants à s'afficher sur Twitter leur décrivent précisément la photo qui doit être postée. N'oubliez pas de prendre des photos de vous et de la foule, les gens survoltés avec les drapeaux, et partagez-les avec la France en marche. Ce qui n'empêche pas la team ambiance d'ordonner aussi aux militants de lâcher du spontané. Allez-y, pétez un coup, libérez-vous, empuantissez cette atmosphère déjà sordide et qui pue le soufre et le stupre. Mais du spontané pour ces muffinman de Panurge, c'est difficile. Imaginons que la team ambiance envoie par erreur « c'est un trou du cul ». Et 150 imbéciles péteront de concert « c'est un trou du cul ». Le cœur enflammé et les yeux pétillants de bêtises, voilà le suffrage universel, vu par le prince Farquaad, président des Français, ce pauvre peuple martyrisé par un Caligula en herbe. Nous vivons une époque formidable. Voilà ce petit texte du jour. Dame Louloute, un petit commentaire? Non, j'ai beaucoup aimé. Puis tu maîtrises tellement bien ce sujet. C'était tellement vrai. Un petit commentaire sur notre Lord Farquaad national? Non, c'est bon parce que je ne veux pas te dire des belles choses, alors... Quand elle dit « je ne veux pas dire des belles choses », c'est qu'elle ne veut pas dire des insultes. Voilà. Parce qu'elle est très remontée contre le monsieur. D'ailleurs, il y a une vidéo qui le montre arrivant pour visiter je ne sais quoi. Et il est accueilli en grande pompe, évidemment, par ses hôtes. En revanche, à quelques dizaines de mètres de là, il est hué, sifflé, conspué, et il ne jette même pas un regard à ce peuple, à ce bas peuple, à ces mauvais Français
qui ne sont pas payés pour l'admirer ou pour chanter ses louanges. Il se prend pour Apollon sur son phaéton, dans le ciel, là-haut, tiré par ses chevaux du soleil, pardon, et il se sent admiré, il croit qu'il peut être admiré par le monde entier, monde entier, bon, bref, et malheureusement, la chose est impossible, parce qu'il est tellement mauvais, mais quand je dis qu'il est mauvais, il est mauvais en tant qu'humain, et il est mauvais en tant que président, comme il était mauvais en tant que ministre ou conseiller économique de notre cher François Hollande, cet autre mauvais président dont nous a affublé l'oligarchie, de force évidemment parce qu'on n'avait jamais demandé que ce type soit président. Souvenez-vous que normalement cela aurait dû être son collègue DSK, qui n'est pas mieux d'ailleurs, et qui est mouillé dans de sérieuses affaires du temps de Mitterrand, avec deux personnes, deux Français, deux industriels français, qui ont inventé justement un moyen pour purifier le pétrole à sa sortie, et qui ont été spoliés par monsieur et le gouvernement français, qui ont fabriqué un véritable coup. Seule la Suisse en a parlé. Donc tous ces gens qui sont au pouvoir et qui nous gouvernent ou qui voudraient nous gouverner prouvent qu'ils ne sont que des arrivistes et des voyous, des gangsters. La France en marche, bon, c'est évident. C'est une France gouvernée par des êtres malveillants qui ne tiennent absolument pas compte de la moindre revendication des Français, pour notre grand malheur à tous. Voilà, petite capsule, c'est pas la peine de la faire trop longue. Ah, c'est comme ça. On n'est pas obligé de faire des textes à rallonge. Quand c'est petit, concis, eh bien, c'est parfois plus efficace que quand c'est trop long et fatigant et fastidieux. Dame Loloute, quelque chose à dire? Non, je ne rajouterai rien. Fait sa précieuse. Non, une belle journée à tout le monde. Enfin, je crois que ce soir. Belle soirée à tout le monde et puis portez-vous bien. Merci, merci. Nous vous saluons, nous vous souhaitons de passer une belle journée parce que c'est une capsule préenregistrée. Il est 13h15 et nous la diffuserons ce soir à 20h où nous serons présents derrière les écrans. Je vous remercie pour votre écoute attentive et votre bienveillance. Et je vous souhaite une bonne journée ainsi que Loloute et à plus tard. Merci. Salut.